coup, on est tous ensemble, sauf Anas, et je vais demander à la régie de virer la maquette d'Anas que je lui avais fait. Au revoir Anas. Ouh, hop, Au ça va. revoir. Donc, parce que il est pas dispo, il est en train de travailler malheureusement. Donc, je disais, on est avec Laurine dans l'écran plat, on a Alcofribas dans son petit panier de chien, et ensuite, à ma gauche, tout simplement, le sans nom, et Antoine. Voilà. Salut. Beau VTubing, merci Kevin. Donc, on va parler tout simplement de la revue. C'est un live qu'on fait pour inaugurer, un peu pour parler des valeurs de la revue, peut-être du backstage, peut-être des anecdotes qu'on aurait les uns envers les autres sur la création qu'on a eue, toutes les péripéties qu'on a rencontrées pour faire cette revue. Je rappelle donc aussi que on est déjà à 600 fucking % de financement participé. Non, pas 600%, pardon, on a 240%, 600 €, c'est exceptionnel pour un truc qu'on a lancé ce matin. Donc encore merci à tous ceux qui ont contribué. Vraiment merci, ça fait vraiment plaisir. Et on va commencer de suite. Donc, c'est minuscule, vous rigolerez en rediff. Oui, bon, vous serez à 5000. Ah oui, bah oui, c'est si, d'accord, j'avais pas compris. Donc, cette revue, on l'a vraiment constituée. À la base, c'était Antoine, Marco et moi. Et on est parti sur des valeurs clés. On voulait que chacun partage pour qu'on soit d'accord en fait sur le guide de création. Ces 3 valeurs sont vitalité, variété et volonté. Et je voulais savoir, pour chacun d'entre vous, on va commencer avec Marco, qu'est-ce que ça vous t'évoque en fait, comme dans ta création ou même philosophiquement, ces 3 valeurs-là, et lesquelles t'ont le plus inspiré pour créer ta bande dessinée? Moi, en vrai, je dirais que c'est beaucoup volonté, parce que moi, ça fait depuis un petit bout de temps que je veux faire de la bande dessinée. Ouais. Et j'essaye, ça marche pas parce que c'est un peu moche. Puis ensuite, j'en refais une autre, elle est mieux. Du coup, ça me donne encore plus envie de continuer, mais elle est toujours un peu moche. Et au fur et à mesure, comme ça, on progresse et on commence à avoir des belles choses. Donc ouais, moi, ce serait volonté en première. Ok. Et puis variété, en vrai, pour moi, ça illustre bien ce qu'est le magazine. Donc dans toutes les propositions qu'on fait, les différents styles, les différentes histoires qu'on raconte. Et puis pour vitalité, bah, c'est que on est jeune. Et oh putain, ça fait Macron. Mais, On y arrive. Et toi, Antoine, alors? Bah écoute, vitalité, en fait, ce qui est très simple pour illustrer le propos, c'est... je crois qu'on a une moyenne d'âge assez basse. En fait, quand tu regardes, la plupart, ils ont même pas 25 ans, en fait, dans le groupe. Et ça, c'est très amusant. Ah, le Cofribas, t'en as 133. Non, c'est le plus vieux. Ah oui, non, oui, c'est vrai, c'est le doyen. Et Laurine... À quel âge? Bah j'ai 31 ans. Non mais t'es jeune, t'inquiète. C'est ça. T'es la plus expérimentée parmi nous aussi. Après, t'as été de très bons conseils aussi, Laurine, vu que t'es assez experte et t'es déjà édité en ce moment. Je suis édité principalement aux éditions Petit à Petit, c'est de la BD documentaire pour adultes, et surtout de la commande après. Hein. Par contre, en termes créatifs, du coup, moi, c'est ma BD qui devrait sortir au courant de l'année prochaine, je l'espère. Là, bon, je suis pas mal en retard, mais en théorie, c'est l'année prochaine aux éditions Ankama. Incroyable. Avec des personnages que ceux qui me suivent connaissent, avec Vincent et Zinzé. Je vais mettre dans le chat le Linktree, comme ça vous aurez les réseaux sociaux de tous les auteurs. On va reprendre avec Antoine, tu parlais de ta valeur préférée. Parmi les 3, c'est laquelle qui t'inspire le plus? Peut-être volonté. Bon, en fait, le but de... Toi aussi, volonté? En fait, c'est le but de... Oui, bah écoute, le but de la revue, c'est de proposer à l'instant T, en fait, c'est donner le meilleur à l'instant T, faire le projet le plus qualitatif possible, être vu. Oui. Dit comme ça. C'est ça, vraiment, fondamentalement, en fait, l'objectif premier, c'est être vu, montrer qu'on a des skills, montrer qu'on est compétent, montrer qu'on est capable de mener un projet à bien. Ouais. Et qu'on est capable, en fait, voilà, de toucher des gens. Ok. Et toi, Alcofribas, alors, dis-nous. Quand on t'a exposé, parce qu'ensuite, Alcofribas, Anas et Laurine sont venus un peu plus tard dans le projet, on les a recrutés chacun son tour. Donc, on vous a présenté ces histoires de valeurs, là. Laquelle t'a parlé le plus, entre vitalité, variété et volonté? Je pense que c'est vitalité. Ouais. Bah déjà, en fait, j'aime bien Nietzsche et il a une pensée assez vitaliste. Bah alors ça dépend par quel pan tu la prends quoi. Ah, qu'est-ce que ça t'évoque pour toi, vitalité? Ça veut dire quoi en fait? Bah ça évoque l'art en général dans le sens où je sais pas, il y a une espèce de quand tu crées, il y a une espèce d'impulsion vitale qui se met en place quoi. Et c'est ça que j'aime bien et même quand je lis des trucs et que ça me
je sais pas, ça me motive, ça me prend, tu vois. Ouais, je vois. C'est un peu cette idée-là que j'aime bien dans l'idée de vitalité. Ok, ouais, faire des œuvres qui permettent de faire avancer les autres et de toi-même aussi de te pousser. Ok. Ouais, il y a un côté comme ça, mais peut-être plus gratuit, tu vois. C'est pas avancer pour avancer, c'est juste que, bah, en fait, il y a une espèce d'étincelle de feu qui s'allume, quoi. Ouais, je vois. Voilà. Ok, bah super. Et enfin, Laurine. Oui, alors je crois que moi, je pense que ce serait un mélange entre variété et vitalité, parce qu'en fait, ce projet, surtout ce qui m'inspire principalement, c'est l'idée un peu d'expérimenter. Donc, il y a cette espèce de renouveau dans l'expérimentation de tout un chacun, de trouver de nouvelles choses. Et surtout, moi, ça me rappelle beaucoup les revues qui n'existent plus trop en fait aujourd'hui, où vraiment c'est des jeunes auteurs en tout cas il n'y a plus de lecteurs pour ça, il y en a beaucoup moins, hein. Il reste Fluide Glacial, Spirou, il y en a encore bien sûr, mais nos parents ont connu quand même un peu l'apogée de ce genre de revue, et je trouve qu'il y a, voilà, il y a un peu cette idée de renouveau, et même des choses qui existent encore et qui vivent parfaitement bien, bah, notamment au Japon. Avec le Shonen Jump, des trucs comme ça. Ouais. Et moi, je trouve que c'est un peu... c'est l'idéal de la BD, quoi. C'est ce truc de... On fait des choses, peut-être qu'on va les rater, mais c'est pas grave. Il y a un peu du lâcher-prise dans ce genre de projet qui est super vivifiant. Parce que quand on édite chez des éditeurs, il y a toujours la pression. C'est un peu... On se dit à chaque fois, c'est la BD de notre vie. Ah ouais. Je vais tout mettre, et en fait, elle est nulle à la fin. Attends, ne dis pas ça de ton projet, arrête. Non, c'est pas ça, c'est que en fait tout simplement on grandit et en fait derrière, quand une fois on a une nouvelle lecture de ce qu'on a fait, de nous-mêmes, de nos projets et tout. Et en fait c'est tout simplement ça, c'est que du coup là il y a l'idée un peu de la... Ouais, j'ai un petit concept ou j'ai une petite idée, et t'arrives à la mettre sur le papier, t'arrives surtout à la concrétiser. Et du coup, c'est vraiment, je trouve, ça donne de la vie, ça donne de la vitalité à la bande dessinée, ce genre de projet de revue. Ah, c'est une super interprétation, parce que pour moi, vitalité, si vous voulez, à la base, quand on était en train de brainstormer avec Antoine et Marco, pour ces valeurs clés, à la base, nous, on était parti sur vérité. Et ensuite, on a remplacé par vitalité. Et pour moi, vitalité, ça évoque plus... En fait, ce qu'on raconte dans les BD, c'est des trucs très... Tu sais, c'est la vie des gens. Donc c'est marrant que, en plus de ça, ça rajoute un contexte méta au sujet du médium de la BD en général et l'effet que ça peut avoir sur le lecteur. On a tous une vision différente en fait, et je trouve que c'est chouette du coup. On a un panel assez large de créativement quoi. Ok. Bon bah voilà. Et puis si je peux me permettre, ouais, vas-y, Antoine. si je peux me permettre de te piquer la parole, aussi le principe en fait voilà d'un triptyque. Voilà, d'une devise comme ça, pour en fait un magazine de BD, il y a aussi donc le magazine Cho, qui a été lancé par Zep, qui lui encore il a pris fin, qui en fait lui aussi avait un slogan en 3 termes. Et eux, du coup, c'était liberté, jeunesse, transmission. Ah, ok. Ah, donc d'autres revues avaient aussi des valeurs en fait. C'est ça, ils faisaient aussi ce jeu de triptyque. Ah, c'est marrant, c'est vrai parce que là je lisais, moi j'ai le dernier Métal Hurlant, c'est là, pour les 50 ans. Regardez l'interview à la fin. Et eux aussi, ils ont un triptyque. Leur triptyque, c'est science-fiction, punk et do-it-yourself. Donc en fait, avec la revue, en se faisant ces valeurs-là, on s'inscrit aussi en fait d'une sorte de tradition, sans le savoir. Et c'est beau quand même. C'est ça. Oui, mais c'est ça, il s'agit d'apporter notre pierre à l'édifice. C'est cool. On n'est pas original, putain. Ouais, on est trop nuls. Bon, et une autre question qui serait peut-être intéressante pour les spectateurs, parce qu'en fait, on a fait des réunions ensemble, etc., mais on n'a pas vraiment pris le temps, assez étonnamment. C'était un vrai rush, hein. On a fait la revue pendant l'été, certains étaient en vacances, d'autres travaillaient, enfin c'était assez bordélique. Et on a quand même réussi. Et ça, c'est vraiment incroyable. D'où la volonté, en fait. Je pense que si on a insisté sur la valeur volonté, c'était aussi parce qu'on cherche des gens qui ont la niaque, quoi. Moi, j'aimerais juste vous poser la question suivante. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris en découvrant le travail des autres ? On va commencer avec Marco. Moi, ce que je dirais, c'est aussi... après, ça va aussi avec un des thèmes, c'est-à-dire la variété, c'est qu'on a vraiment de tout, en fait. Que ce soit de l'aventure, de l'action, du plus reposé, du contemplatif. Et même dans les styles, on n'a pas un seul qui se ressemble en termes de style en brut. Ouais. Et il y a tellement d'approches différentes aussi de la couleur, de la mise en scène.
Franchement, je suis vraiment content de pouvoir travailler avec vous tous parce que vraiment, on a produit un superbe travail. Et toi, Antoine? Franchement, là, tu vois, j'aurais envie de paraphraser ce qu'a dit Marco. Non, mais par exemple, quand t'as regardé les projets de tout le monde, qu'est-ce qui t'a tapé dans l'œil? Allez, cite un auteur. et un truc qui t'a Franchement, étonné. le travail d'Alco Freebas. Ah ouais? Pourquoi? En fait, c'est vraiment des expressions faciales qu'il donne à ses personnages. C'est-à-dire Et puis, comment dire, toutes les émotions qu'il arrive à faire passer à travers de ses visages parfois difformes, biscornus. Aussi la variété aussi d'expressions, de morphologie qu'il arrive à produire. Enfin, je suis hyper fan. C'est vrai que je suis assez jaloux aussi. Et toi, Elko Freebas, en lisant un peu les trucs, qu'est-ce qui t'a choqué ou étonné ça dans m'a l'approche pas de choqué, certains? mais du coup j'étais trop content de voir que par exemple j'étais pas le seul à faire du tradi quoi. Enfin il y a Anas qui fait de l'aquarelle et il y a des planches de Marco qui sont en... Alors c'est colorié à l'aquarelle ou pas le chapitre 0? Et colorié à l'aquarelle, ouais. Ok. Et t'as fait directement sur des planches ou t'as imprimé Ouais, c'était un peu à l'époque bric-brac, du coup, oui, j'avais fait directement sur les planches. À ne pas refaire, hein, c'est le meilleur moyen de te louper. J'ai refait je sais pas combien de planches, mais Ouais, en tout cas elles sont grave cool. Ouais, du coup j'étais content un peu de voir ça et tout. Et puis même les styles numériques, en vrai, j'étais content d'en voir aussi parce que ça c'est un truc que je maîtrise beaucoup moins pour le coup. Pourtant, t'es voilà. hyper réactif quand on avait besoin, par exemple, de visuels pour la revue. T'as fait des trucs en numérique hyper vite et de très bonne qualité. Toutes les news de la revue sur Instagram, c'est grâce à ton dessin là, de chien jaune. C'est du numérique, Ouais, il me semble. en fait, c'est parce que je me suis rendu compte. En gros, je pars un peu aussi. Ouais. Puis même quand j'utilise la gauche. Enfin bref, en gros, il y a une espèce d'émulation entre toutes les techniques que j'utilise et je finis par pouvoir réutiliser des principes un peu pour d'autres trucs. Du coup, là, c'est un peu. J'ai trouvé des moyens assez efficaces de représenter des trucs en numérique plus vite, quoi. Et là, en l'occurrence, c'est juste un contour, mais je colorais un peu les traits et j'arrive à mieux gérer les valeurs, notamment des couleurs, grâce un peu à la gouache et tout Ouais, comme je ça. vois. Ouais, ton entraînement tradi t'a permis en fait en numérique d'aborder le truc. Ouais, beaucoup c'est ça. plus En vite, fait, en les fait. trucs qui se fait. Enfin, souvent, je trouve. Enfin, en tout cas, de mon expérience réduite, on va dire, parce que bon, j'ai 133 ans, mais voilà quoi. Oui, bon, Euh, ça passe vite. Non mais souvent j'ai l'impression quand même que même si tu passes à une autre technique et que tu vas pas utiliser, par exemple j'ai pas fait d'encre de Chine, enfin j'ai pas utilisé de plume pendant je sais pas au moins un an avant de m'y remettre là assez récemment. Et en fait j'avais progressé, mais c'est parce que entre temps j'ai fait d'autres choses, mon regard s'est aiguisé, mon geste s'est aiguisé, etc. Et du coup il y a tout ça en fait ça s'alimente et c'est ça qui est super chouette en vrai quand tu dessines quoi, je trouve. Tu partages ce point de vue, Laurine, au sujet entre numérique et tradi? Bah oui, comme vous, je trouve que il y a... les deux peuvent très bien communiquer d'une autre manière. Bah, par exemple, moi, cette BD-là, en fait, j'ai refait des cases. En fait, à la base, c'était tout à l'encre de Chine. Puis, en fait, j'étais bien contente de pouvoir reprendre des cases et de les faire sur Procreate, quoi, et de Raconte-nous un peu pouvoir pour ta bande gérer dessinée ça. comment ça s'est passé. Parce que c'est un vieux projet, ça. Oui, en fait, à la base, c'était pendant mes études. Enfin, le personnage de César, il est né pendant mes études. J'étais toute jeune et j'avais imaginé un récit choral avec d'autres personnages. C'est quoi le récit choral pour nos spectateurs? Si tu veux, c'est plusieurs récits enchâssés un peu les uns dans les autres, qui potentiellement avec des vies différentes, des choses qui se passent un peu comme des mondes parallèles en fait, parce que chacun est un peu dans son côté. Et en fait, il y a des moments où les choses finalement se rencontrent. Il y a un film notamment qui est très connu, évidemment avec Brad Pitt, avec je sais pas si vous je sais plus, mais mince, je me souviens plus. Bon, mais en gros, c'est un des exemples les plus probants qui permet de voir un peu comment, en fait, après il y a plein de manières de faire un récit choral, mais c'est surtout comment les récits s'enchaînent entre eux avec des personnages différents, voilà, dans une même réalité finalement. Donc c'était un c'était un projet, le personnage est apparu pendant tes études. Voilà, et en fait, je l'ai repris pendant le Covid, je m'étais fait un défi 30 jours, et finalement, du coup, le but c'était de faire une planche par jour, donc j'étais arrivée à 30, puis je l'avais fini jusqu'à à peu près 37 environ, et puis finalement, en fait, en relisant là pour le projet, ça m'a permis de le retravailler, de prendre vraiment ce que j'aimais le mieux dedans, c'est-à-dire que comme j'étais jeune quand je l'ai fait, si tu veux, avec un regard
plus extérieur, j'ai pu voir que il y a des fois, c'était pas, ouais, c'était naïf, ou alors il y avait, j'aurais pu raconter autrement, ou c'était trop long, ou alors ça c'était pas utile, ou ce genre de truc. Et puis j'ai essayé d'en tirer la substantifique moelle, et en gros j'en ai récupéré 7 planches, je crois. Ok. Et donc forcément, comme excuse-moi, je finis ça vite fait. Oui. Et du coup, comme il y a des choses qui n'allaient pas forcément, puisque j'ai coupé dans l'art et tout, en fait, il fallait forcément que j'arrange la chose, et que clairement, étant maman de 2 enfants, je vais pas m'amuser à faire de l'encre. Et c'est pour ça que je te dis ça, c'est que en fait, pour moi, même les techniques qui ne sont plus traditionnelles, en fait, permettent vraiment aussi d'expérimenter, d'aller plus loin, en fait, parce que moi, je sais que ça m'a libérée, c'est-à-dire que j'étais très bloquée dans la technique traditionnelle. Et j'avais peur de rater, j'avais vraiment la page blanche qui grandissait de jour en jour. Ouais. J'ai même voulu arrêter ce métier jusqu'à ce que justement on me dise mais achète-toi un iPad. Et puis du coup bizarrement ça m'a sauvé la vie en fait. Et donc voilà, je suis pas réticente du tout au traditionnel comme au digital. Je trouve que les deux sont compréhensibles, ça se dit ça? Bref. Ouais, les deux quoi. C'est génial, surtout peut-être pour raconter un peu un truc en off pour les spectateurs. Quand t'as recruté à la base, tu nous as dit j'ai ce vieux projet parce que j'ai pas le temps du tout cet été. Il fait 50 pages. Mais après t'es tombé à 37 et aujourd'hui t'as recoupé, t'as fait une sélection pour 8 pages pour une histoire concise et faire imperfect quoi. Okay. Mais souvent en plus quand t'écris un scénario c'est souvent ça, c'est-à-dire qu'il y a un peu cette démarche là, c'est que quand t'écris un projet t'écris puis tu laisses poser et en fait finalement tu retires et t'essaies de vraiment toucher juste quoi. Et je trouve que ça c'est assez difficile d'éliminer parce qu'en fait il y a plein de choses que j'adorais aussi dans les autres trucs, dans les autres passages. Et en fait il faut faire un choix et ça permet vraiment d'éliminer les lourds quoi. Et les autres, vous avez dû faire des choix sur les scénarios parce que pour le coup moi par exemple je n'ai pas fait de choix d'élimination dans mon histoire. J'ai pondu 30 pages. C'est le début de mon manga Spectre & Son. Donc moi il y a 30 pages. Quand les autres ont fait 10, etc. Et moi j'ai rien coupé. Pour le coup, Laurine elle a coupé, moi non. J'aimerais savoir si vous autres, et vous pouvez intervenir comme vous voulez, hein, Alco Freebass, Antoine et Marco, si vous avez dû couper dans vos histoires ou au contraire vous avez rajouté. Bah écoute, moi je vais prendre la parole. Vas-y. Du coup moi concernant mon histoire, du coup comme j'avais la maquette également à faire à côté, j'ai préféré en fait vraiment me concentrer sur l'essentiel, sur les protagonistes qui m'intéressaient le plus à mettre en scène et comment j'allais jouer avec. Ok. Voilà, pour être sûr de vraiment tenir le temps au niveau des maquettes, pouvoir en fait faire les allers-retours avec les uns et les autres pour pouvoir faire valider à chaque fois les planches, la disposition. Oui, parce que toi t'as vraiment fait toute la maquette de la revue, en fait l'entièreté de la revue si vous voulez, c'est Antoine qui l'a fait. Nous on a rempli avec des histoires, mais après la mise en forme des interviews, le design que tu as choisi, etc. Tu as fait un travail monstrueux. D'ailleurs, moi, j'ai pas dit mon avis sur ce qui m'a surpris. Et moi, je trouve que son travail, il a fait en sorte de sublimer tous nos travaux perso, quoi. Je trouve qu'il a trop géré la maquette et dingue. Et moi, je trouve que ça m'a vraiment surpris parce que la maquette, en fait, c'est pas qu'elle fait tout le travail, mais elle fait une grosse partie parce que tout devient vraiment mature grâce à ça, quoi. C'est vraiment l'enrobage la cerise sur le gâteau, ça peaufine trop, quoi. Par exemple, quel choix t'as fait sur la maquette, Antoine, pour améliorer nos planches ou les rendre plus lisibles ou... Bah écoute, le premier challenge, c'est tout simplement la gestion en fait des bords, des pliures et du fond perdu en fonction en fait de quel type de planche, si par exemple en fonction de l'auteur, de l'artiste, est-ce que dans son histoire c'est on va dire une histoire avec vraiment des cases, des bords bien définis, ou est-ce qu'il y a des moments où ça empiète sur le fond perdu. C'est en fait au niveau de la disposition, réussir à faire des bons choix, s'assurer aussi que les planches ont été fournies correctement dans une résolution suffisante. Par exemple aussi pour les planches qui sont faites purement sur papier, tout ça à l'aquarelle ou à la gouache, s'assurer que l'étalonnage est bon. S'assurer que les fichiers d'impression vont être bons à ce niveau-là. Et puis en fait, gérer en fait ce qu'on appelle l'approche dans la maquette pour avoir qui t'a posé le plus de problèmes. Attends, je vais juste terminer, histoire d'avoir le confort de lecture maximal. Et qui t'a posé le plus de problèmes en tant qu'auteur Alors, je dirais toi. Toi. Des problèmes, hein.
Alors, je dirais non, toi, moi parce que Allô. oui, parce que toi, figure-toi que t'as pas mal il y avait pas mal de planches que je voulais mettre en pleine page. Or, en fait, tu sais, ça risquait de trop spammer, donc il a fallu faire un choix. Aussi, toi, comme tu as fait le choix d'un sens de lecture manga, Oui, aussi. il a fallu à un moment donné donc le signifier, trouver une manière de l'introduire sans qu'en fait, tu sais, ce soit perturbant. Donc le signaler discrètement, mais le signaler pour C'est pour pas que les personnes s'embrouillent. Oups. C'est Non, ça, il y a ça. Moi, j'ai pas fait de bord aussi. En fait, j'ai fermé aucune de mes cases parce que c'était en format webtoon. C'est ça. Mais il a après, fallu ça que va tu parce que fermes avec tes planches, il y avait des astuces à trouver. Rajouter un petit contour noir léger, en fait, ça rendait bien. Bon, bah tant mieux alors. On a pu le Mais je t'ai valider. bien fait Peut-être- chier. oh, Bon, ça me fait plaisir. y a pas de souci. Puis peut-être Anas, du coup. Anas, justement, Anas aussi. comme lui, en fait, ses planches, il les a faites en parallèle de ses vacances, qu'elles ont duré un certain temps. Il a fallu aussi revenir dessus, refaire un étalonnage et tout. Il y avait des petits soucis au niveau du lettrage, donc ça, du coup, je m'en suis occupé pour pouvoir, en fait, lui faire une proposition, pour pas le surcharger de travail, pour qu'en fait, il puisse aussi valider à la fin. Ouais, c'était compliqué pour tous. Pour la gestion avec les vacances, avec les voyages qu'on avait à faire, etc. C'est ça. Les potes et tout. C'était C'est sûr tout le qu'on travail. On a voulu faire quelque chose d'assez rapide aussi. On a une maquette au moins terminée directement pour. On a mis quoi, même pas 3 mois pour en fait terminer ce magazine au final. En vrai, ouais. Pour faire la maquette, oui. Là, en vérité, tout ce qui manque, c'est une fois qu'on aura terminé donc la campagne, ce sera de mettre tous les noms en remerciement des gens en fait qui ont fait une contribution à partir de la contribution 2. Ouais, et puis c'est tout. Parce Ouais. que Après, sinon- c'est déjà prêt, ça va prendre. C'est ça, oui, ça c'est le truc tout con, mais qu'on aurait dû préciser dès le départ. Sinon, à part ça, la maquette elle est prête. Ça, c'était vraiment l'impératif quand on a lancé le financement participatif, c'était Ouais. que la maquette soit prête à 95% minimum et qu'elle a été validée par toutes les personnes qui participaient à la revue et en particulier en fait sur leur planche, sur leur double page. Ouais, Donc vraiment là, à ce niveau-là, du coup, il y a vraiment eu tout un travail d'aller-retour, Ouais. parfois plusieurs fois par jour pour vraiment s'assurer que tout était bon. Puis en plus, tu as beaucoup voilà. souffert. Mais tu t'en sors vivant. Après, ça te Écoute, fait oui, c'est ça. Écoute, après tu sais, c'est normal, hein, justement, tu sais, quand t'es maquettiste, tu fais énormément d'allers-retours. T'es même pendant les études, on va dire, tu sais, j'étais habitué à ça. Hein. Ah, bah oui, t'as fait des études de ça aussi, donc. Oui. Alors, j'avais une autre question. Du coup, vu qu'on était sur ce qui nous avait un peu choqué, etc., ou surpris dans la revue, j'avais un petit jeu à vous proposer. Ça serait, si vous deviez voler une qualité à un autre auteur de la revue, qu'est-ce que ça serait? Et chacun son tour, on va devoir dénoncer la qualité de quelqu'un. Si vous voulez, je commence. Si je devais voler la qualité d'un des auteurs, moi j'aimerais voler les aquarelles d'Anas. Je trouve que ses décors et ses reflets sur le carrelage, parce qu'il a fait beaucoup de carreaux. Pour un peu résumer son histoire, c'est une histoire de 2 enfants à Casablanca. Et on voit un peu se profiler toute l'architecture marocaine tradie, d'où, par exemple, tous les carrelages qui brillent de partout. Je suis très jaloux. Je suis très jaloux. Donc si je devais lui voler un truc, ça serait ses aquarelles. Marco, si tu devais voler un truc à quelqu'un, ça serait quoi? Bah, c'est sûr que là tu m'as piqué un peu le truc parce que les aquarelles d'Anas sont aussi magnifiques. Mais je voulais aussi parler celles de Boule qui sont extraordinaires aussi. Il a des fondus de. Moi, c'est aussi un des trucs que j'avais un peu de mal avec mes aquarelles. C'est souvent que j'ai le filigrane de la transition entre les deux couleurs. Mais Boule arrive à les faire sans qu'on le voie et elles sont impressionnantes ces couleurs. Elles sont profondes aussi. Donc moi, je piquerais bien un petit peu du talent de Boule de l'apprentissage de Boule sur les aquarelles là parce que ça m'intéresse bien. Attends, je vais te dire mon secret. Ah, vas-y. Vas-y, vas-y. Dis-nous tout. En gros, c'est pas de l'aquarelle, c'est de la gouache. Ah, C'est la dose. La gouache qui est diluée. Et du coup, je l'utilise un peu comme de l'aquarelle, mais ça me permet d'avoir des choses qui sont un peu plus profondes et d'opacifier quand j'ai besoin. Et après, une autre technique aussi qui est pas mal pour la gouache et l'aquarelle en vrai, parce que les deux ça marche ensemble. Mais bon, déjà, faut avoir un papier qui est adapté, mais surtout, faut mouiller un peu son papier, faut l'humidifier avant. Et ça va se diffuser mieux. Et par exemple, moi, une technique que j'utilise beaucoup, c'est j'humidifie un peu mes personnages. Ensuite, je mets une espèce de teinte rouge orangée à certains endroits. Donc en général, les joues, le museau, des trucs comme ça. Les oreilles parfois. En fait, ça permet de faire un espèce de sous-teint qui imite vachement bien les teints de peau, quoi, et des trucs comme ça. Et ça permet d'avoir des résultats hyper organiques que j'aime bien, quoi. Bah voilà, maintenant tu sais, tu testeras. Je connais tous les secrets maintenant.
Toi, du coup, Elko Freebase, si tu devais voler un truc avec quelqu'un, ça serait quoi? En Une vrai, qualité humaine ou artistique, hein, ce que tu veux. Marco, il a l'air de super bien gérer son anatomie. Ah. Moi, j'ai toujours besoin de prendre des références et tout, Pareil. des trucs comme ça pour mes planches. J'ai l'impression que Marco fait ça comme ça, donc voilà, j'espère. Je connais tout par cœur. Non, je rigole. Enfin, si j'ai un... En fait, tu veux que je te donne ma technique aussi? Allez, Vas-y. partage de technique. En fait, c'est j'ai bouffé les morphos. C'est des petits livres d'anatomie qui coûtent peine 10 euros. C'est dans les trucs d'art et tout, tu les trouves facilement. Et je me les suis bouffés en fait. J'ai tout regardé. Donc j'ai fait du coup le morpho des muscles, plus le morpho du squelette aussi qui est très important. Et en fait, ce qui est aussi tout con, mais c'est que tu dois observer comment les gens bougent. En fait, c'est pas que tu regardes qu'un mec dans une position fixe, tu regardes comment il bouge et t'apprends comment le muscle réagit par rapport à cette position, par rapport à ce geste. Ouais. Et après, bon, des fois j'ai besoin aussi de références parce que quand je fais une perspective parmi ce côté, des fois c'est plus compliqué, mais Ouais, tu m'étonnes. Qu'est-ce que j'ai l'air, moi, pour tout ce qui est pause, etc. Moi aussi, j'ai besoin énormément de références pour comprendre. Laurine, toi, tu volerais quoi? Bah, moi, je pense sans hésiter, ce serait comment. Alors, non, je dirais qu'il y a deux choses, mais c'est difficile. C'est Marco. En fait, la chose qui m'a vraiment marqué dans son travail, c'est vraiment l'utilisation des miroirs. Et en fait, souvent, il va faire des contre-jours ou alors il va mettre des ombres sur le visage comme ça et ça va être hyper radical. Et moi, j'arrive jamais à faire ça. C'est l'utilisation vraiment des ombrages franches. C'est vraiment très très fort. Je rêverais de savoir faire ça. Ouais. Et puis le mouvement, il gère hyper bien le mouvement. Au-delà de l'anatomie, hein, il y a vraiment ce truc de mouvement qui est assez fort. Voilà. Ok. tu veux ma technique aussi? On fait une technique. J'entends tout, moi je crois. Vas-y, on est entre dessinateurs, donc faut bien qu'on se partage des techniques. bordel. Mac Mignola. Quoi? Ah ouais, Mac Mignola. Juste, j'ai regardé ce Ah oui, qu'il a il est fait, j'ai fort, fait ouais. ok. J'ai Ouais. mangé son dessin et je l'ai retranscrit. Ok. Ouais, mais de toute façon, je pense que t'as raison. Il faut toujours, enfin, les stars, faut réussir à choper, à comprendre comment ils travaillent et ça permet vraiment de grandir et de progresser, quoi. Ah, mais surtout que lui est très fort justement en posing, donc ses personnages, comment ils sont sur la case, ses interactions, et puis ses ombres, elles sont parfaites. En fait, pour moi, c'est le meilleur pour faire des aplats noirs. Hmm. Et je ne vois personne d'autre, enfin, peut-être, non, je dois dire des conneries, mais Mizuki. pour moi, c'est l'un des meilleurs. Mizuki, tu dis, Elko Freebase? Ah ouais, Mizuki, en fait, il a des décors qui sont assez exceptionnels au niveau de... En fait, t'as des trucs qui sont quasiment photoréalistes, qui sont faits à partir de hachures et de petits points, quoi. Hmm. Et, Ah oui. et dedans, t'as notamment des aplats noirs qui sont vraiment exceptionnels. Mais alors, c'est pas exactement le même style que Hellboy, parce que Hellboy, il y a une, il arrive à choper l'essence des formes, tu vois, alors que Mizuki, c'est beaucoup plus détaillé quand même. Voilà. Mais du coup, c'est deux approches hyper différentes quand même de l'aplat, mais c'est vraiment beau quand même. Alors, je suis allé sur Ouais, Google c'est- et j'ai marqué Mizuki, mais j'ai qu'un personnage de Genshin Impact. Ah oui. Manga, mince. T'as un Ça titre existe de, pas, je crois. T'as rien de son titre dessin animé? Sinon, tu mets Hellboy ou tu mets Mignon. Attendez, j'envoie sur le Discord. Je crois avoir trouvé, c'est Shigeru Mizuki. Ouais, c'est ça. Ça correspond à peu près à ce que tu racontes. On va aller voir de plus près. Ah oui, c'est un petit papy. Ah oui, c'est très sympa ce qu'il fait. On va essayer de zoomer dessus. Ah, mais c'est lui! Ok, c'est bon. Je vais zoomer, tout le monde va savoir. Vous l'avez déjà vu. Tout le monde doit savoir. Mais si, vous l'avez déjà vu. C'est le personnage avec une mèche sur un des yeux. En fait, il fait des... Ah, oui, Kitaro. C'est ça, Kitaro le survivant. Kitaro. Ah, ok. Que Mignola, mais enfin, il a une gestion des noirs aussi qui est assez magistrale. Très intéressant. par moment. Allez, on va finir avec Antoine, du coup. Qu'est-ce que tu volerais à qui? Alors, ce serait un truc plus général qui, justement, m'impressionne. En fait, c'est l'utilisation, en fait, savoir utiliser un iPad. Ça, c'est un problème récurrent dont j'ai déjà fait état. C'est que j'en ai un, j'ai Procreate. Ouais. J'ai beau essayer, dans plein de contextes différents, à plein de moments différents, d'essayer de dessiner avec.
de faire par exemple des masses de couleurs et puis après de faire du trait dedans, de faire du trait directement, des choses comme ça, de varier les brushes et tout, j'y arrive pas. En fait, j'ai l'impression de réapprendre le dessin, puis ensuite j'ai besoin de rebasculer sur une feuille, de faire un petit gribouillis rapide et tout ça pour en fait me rassurer pour voir qu'en fait j'arrive tout de même à dessiner quoi. C'est bizarre ce que tu racontes. Genre, Ah non mais ouais, c'est pas ça, du tout. j'arrive pas. À la limite, en fait, avec la tablette graphique, genre la Uyon que j'ai, ça va, j'arrive à peu près à dessiner, mais ça se cantonne en fait à des personnages, parfois en perspective et tout ça, mais par contre, j'arrive pas à faire de décor avec. Enfin, j'ai des sortes de blocages, en fait, avec le dessin numérique, et au final, je me cantonne en fait avec le numérique, aux corrections et à l'ajout de couleurs. Ok. Et Ouais, encore, en tu- fait, Ok. là aussi, en fait, Là aussi, au niveau des couleurs, on va dire, j'ai énormément de choses encore à apprendre. En fait, l'iPad en général, c'est un outil, un nouvel outil. Donc, en fait, comme tout outil, ça s'apprend en fait. Moi, je sais que j'ai une expérience avec certains outils aussi numériques que je n'ai jamais su, même après des heures et des heures d'apprentissage dessus, j'ai jamais réussi à faire un truc potable. Moi, c'était Krita, un logiciel de dessin gratuit. J'ai jamais réussi à faire un truc bien dessus. Après Krita, c'est. Ah, moi, c'est mon premier logiciel de dessin, Krita. Ah ouais. Ouais, c'est celui de souvent de beaucoup de monde, mais Ouais. j'arrive En pas à gros, dessiner c'est dessus. Photoshop, mais en un peu moins bien, mais en gratuit, quoi. Au moins c'est gratuit. Ça. C'est gratuit. C'est une Le mauvaise seul truc réputation. que j'ai réussi à faire avec Krita, c'était des caricatures. Parce que c'est moche, du coup ça passe. Non, j'arrivais plus à faire les petits détails, les petites cernes, les trucs comme ça, les C'est vrai poils de nez. Ouais, c'est Les vrai poils que c'est d'oreille. un des défauts digital, quel mot horrible, pardon. Du numérique, c'est que vu que tu peux zoomer quasiment à l'infini, j'ai vu pas mal d'amateurs, genre zoomer, faire des micro-détails de partout, puis ensuite ils dézooment et en fait on voit rien sur leur dessin, tu vois. Et je trouve ça dommage, mais je sais pas, moi je suis addict au dessin numérique. Je crois que je repasserai jamais au tradit. C'est justement donner de la vie au trait et au digital en fait, parce que c'est vrai Ouais. que ça peut vite être froid et tout. Moi, je trouve que c'est une difficulté supplémentaire, quoi. Ouais. Ok, bon, on est sur la fin de l'émission, il nous reste 10 minutes, on devait tous à peu près partir vers 17h. Je vous propose un petit débat un peu société, et qui va porter sur l'avenir de la BD. Parce qu'on a construit cette revue aussi en réaction donc, aux propositions de revues de BD et de BD en général en France. L'une des valeurs, je le rappelle, c'est volonté de faire changer des choses, volonté de se faire remarquer. D'apporter sa pierre à l'édifice, de s'inscrire dans une tradition et tout ça, des revues BD. Enfin, Entre bref, ça et il y a tout plein de casser. choses. Enfin, tu vois, c'est un peu des deux. On s'inscrit dans la tradition et on a envie de tout péter aussi. Du coup, dans 10 ans, j'ai envie d'avoir votre avis sur où est-ce que vous voyez la bande dessinée, en fait, d'ici 10, 20 ans. Est-ce qu'elle sera encore plus dominée par des éditeurs, voire même qu'il y aura un seul éditeur officiel, comme on peut trouver dans certains pays, qui fait tout? Ou bien, au contraire, il va y avoir un éclatement encore plus gros que ce qui peut avoir le cas aujourd'hui. Peut-être qu'il y aura plus de revues. Est-ce que vous croyez en un futur des revues? Qu'est-ce que vous en pensez? Le premier qui prend la parole intervient. Je peux commencer? Vas-y. Vas-y. Je vais devoir dire des trucs, mais ça a un rapport, vous inquiétez pas. En gros, je suis en troisième année d'études de BD, quoi. Et du coup, là, je prépare un mémoire sur la prépublication, en fait. Et du coup, j'ai pu un peu étudier justement ce qui se faisait au niveau revue, notamment de pourquoi les revues se sont mis à disparaître à partir des années 80. Donc, t'as le journal de Tintin qui disparaît, t'as À Suivre, t'as Pif Gadget, t'as Pilote, et un paquet d'autres, en fait. C'est parce qu'on se rend compte que l'album est beaucoup moins cher à produire que la revue. C'est pas une question de coût en soi des matériaux et tout ça, c'est surtout que en gros la revue tu dois l'envoyer dans les 30 000 points de vente de presse en France, alors que des albums tu les distribues juste dans les librairies et dans les grandes surfaces, s'il y a une distribution en grande surface, ce qui représente plus 3 000 points de vente en fait. Du coup, t'as des coûts de livraison immenses parce que tu dois les envoyer. Ensuite, si ça se vend pas, tu dois les renvoyer. Et du coup, c'est l'éditeur qui s'occupe de ces coûts, quoi. Et du coup, en fait, en général, ça fait des revues qui sont très peu rentables. Et d'autant plus qu'il y a de toute façon, il y a un recul de la presse papier depuis des années et des années. Donc, je pense que si il y a encore de la revue qui se fait dans 10 ans, quoi. Ça va s'orienter vers le numérique, parce que je vois mal comment ça pourrait survivre, en fait. Comment on pourrait, ouais, c'est ça. Et à la rigueur, en fait, il y a des revues genre Topo ou la revue dessinée, ça se vend
plus en librairie. Je crois pas que j'en ai déjà vu en kiosque, par exemple. Du coup, il faudrait des revues un peu hybrides qui en fait seraient plus vendues en librairie. Et Après, voilà, le problème, mais, c'est peut-être pas la revue, c'est le kiosque en fait. C'est le système de kiosque qui pète les noix à tout le monde en fait. S'il n'y avait pas de kiosque, ce serait qu'en librairie, peut-être qu'il y aurait plus de revues. Ouais, sauf que en fait, non, parce que le truc, c'est que aussi, être vendu en kiosque, ça permet d'avoir un meilleur succès populaire. Tout le monde va. En fait, c'est pas le même public qui fréquente la librairie et qui fréquente le kiosque aussi. Je vois. Il y a ce côté-là, et du coup, c'est. En fait, le kiosque et la presse BD a énormément contribué à sa popularisation et au fait que il y avait beaucoup de gens qui lisaient des BD dans les années 80. Et aujourd'hui, en fait, le format qui prime en BD maintenant, ça va plus être le manga finalement. Où globalement, un manga c'est moins cher, mais c'est en vrai quand tu comptes toutes les collections, à mon avis, c'est plus cher. Mais bref, enfin, ça c'est autre chose. Mais voilà. Ok, coup, dans le chat, on nous dit un truc. Politiques et techniques qui sont un peu compliquées pour la persistance des revues, quoi. Ouais. Dans le chat, on nous dit un truc intéressant. Kevin nous dit et pourquoi pas du numérique plus un print on demand, c'est-à-dire on fait en numérique et ensuite on imprime à la demande. Et pourquoi ça n'existe pas en fait? T'en penses? Quelqu'un va. Ouais, après, Antoine, qu'est-ce que t'en penses toi? On va un peu distribuer la parole. Bah écoute, j'ai un peu testé l'impression à la demande du coup, mais en fait c'est peut-être tout simplement qu'il y a personne qui s'y est vraiment mis, qui a vraiment testé. Peut-être on va dire les grosses structures, elles sont rodées, elles ont leur manière de fonctionner, et puis tant qu'elles sont rentables, elles restent là-dessus. Ouais. Et puis pour les autres, ils ont pas encore tenté, parce qu'en vérité, l'impression à la demande, je crois que c'est quand même assez récent, ça date d'il y a une dizaine d'années en vérité. Oui, sa massification. Non mais puis, puisque Boule dit, c'est que en fait quand tu vas au kiosque pour chercher ton journal ou un truc comme ça, en fait tu tombes par hasard sur une revue, tu découvres, ça te tombe dessus. Alors que si tu vas chercher sur internet à imprimer une revue que tu veux, ou que tu vas à la librairie, que tu demandes une revue, quand tu vas à la librairie, on sait très bien que aujourd'hui ceux qui vont à la librairie, sauf peut-être la Fnac ou les Leclerc Culture, là comme ça, que t'as un minimum initié en fait. Et du coup, voilà, je pense que c'est vraiment une question de public qui diffère. Je sais pas, parce que tu vois, par exemple, avec l'algorithme. Les gens, je pense qu'ils sont moins intéressés aussi, faut se le dire. Si les kiosques le font pas, ne vivent pas de ça et ne font pas vivre ce système-là, je pense que ça n'intéresse plus. Vraie question. Qui est-ce qui allait, je sais pas, dans l'année en cours ou les 2 dernières années en cours, dans un kiosque pour acheter, je sais pas, un journal, de la presse, parmi. Qui est-ce qui en a acheté? Si tu fumes pas ou que tu joues pas au loto, en fait, tu vas pas dans ce genre d'endroit, quoi. Tu vas à la librairie ou. En tout cas, je pense si tu cherches un livre, tu vas en librairie, quoi. Ouais, ou alors quand tu vas prendre un train et du coup, à la rigueur, tu vas au relais ou des trucs comme ça, quoi. C'est vrai que le relais, il sauve des vies des fois. Moi, j'y suis allé juste pour acheter le Métal Hurlant parce qu'on voulait, pour la revue, aller voir les concurrents. Donc j'ai dépensé 30 balles dans le dernier Métal Hurlant, mais sinon, non, j'y vais jamais, je passe devant. Je sais même pas qui y va, c'est vraiment... Je crois qu'il y a un problème avec le kiosque de base, en fait. Non, mais après, c'est aussi... Par contre, t'oublies un truc qui est important, c'est que, en fait, c'est ouais. Là, tu parles principalement avec Métal Hurlant, tu parles de la presse adulte qui a disparu quasiment. Mais par contre, celle qui vit encore et qui a beaucoup de vitalité et qui est là où il y a du travail en tant qu'illustrateur, c'est évidemment la presse jeunesse. Et la presse jeunesse, elle est toujours là quand les enfants sont présents. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Spirou est encore vivant. C'est parce que principalement, elle s'adresse évidemment aux grands enfants, comme ils disent, mais c'est parce que c'est pour la presse jeunesse et qu'il y a encore des choses qui se font autour de ça, quoi. C'est vrai. Et Alcofri, si tu voulais ajouter quelque chose. Du coup, pour rebondir sur ce que dit Laurine, effectivement, là où il reste de la prépublication, en fait, alors t'as Spirou, même si en fait c'est pas vraiment de la prépublication, vu qu'il y a 2-3 histoires à suivre, mais il y a aussi pas mal de gags et des histoires courtes qui seront pas forcément publiées en album. Mais effectivement, t'as des trucs comme J'aime lire Max, où souvent il y a un peu de BD à la fin. Alors GeoAdo, il y avait ça à un moment, mais ils ont changé de formule, et du coup, maintenant, je sais pas... aussi qui faisait ça. Pardon ? Astrapi qui faisait ça aussi. Il y a des trucs genre The Bookin, etc. Et du coup, c'est là où tu vas trouver de la BD jeunesse, ou même de la BD lycée. Faudrait que je retrouve, j'avais identifié quelques... Il y a J'aime lire Max aussi, des trucs comme ça, bref. Ok. Alors, on t'a pas beaucoup entendu, Marco, sur les questions du
futur de la BD. Donc, de ce que je vois, en fait, il va peut-être pas falloir passer, selon Boule, à Alcofribas, pardon, c'est mon pseudo Discord. Et Laurine peut-être à du numérique. En même temps, peut-être qu'il y a aussi un shift culturel, en fait. Peut-être que les adultes lisent moins de bandes dessinées. Donc, qu'est-ce que t'en penses, toi, Marco Pas sûr, je pense qu'il y a quand même beaucoup de lecteurs qui sont encore adultes. Mhm. Je pense que c'est plus le renouvellement du lectorat qui se fait pas sur la BD, on va dire occidentale, mais plus sur la BD japonaise. Je Oui, connais que effectivement. de lecteurs jeunes qui lisent de la BD que s'appelle occidentale, même des comics américains. C'est beaucoup plus des... Quoique les comics américains, ça commence à remonter. Mais Ouais, alors, ça... j'ai les statistiques pour 2010-2020. Vas-y. Bon, je les ai pas sous les yeux, mais bon, en gros, parce que j'avais lu le rapport de la bande dessinée de je sais plus quel, enfin c'était un truc d'État, bref. Et en gros, le rapport faisait remarquer que effectivement, le renouvellement se faisait plus du côté d'un lectorat manga et que en fait, il y avait un espèce de changement de paradigme où justement, la BD que tu lisais quand t'étais petit, avant, ça aurait été Astérix, Tintin, peut-être Gaston Lagaffe, des trucs comme ça. Et maintenant, ça va plus être genre Dragon Ball, par exemple, parce que justement, en fait, les nouveaux parents, ce qu'ils lisaient quand ils étaient plus jeunes, c'était Dragon Ball, quoi, ou peut-être Akira. Mais alors Akira, c'est quand même un peu plus vieux. Ouais. Et par contre, bon. ouais. Après, Par contre, ce qu'on remarque quand même, c'est que le taux de rétention du manga est plus faible que le taux de rétention de la BD, de la franco-belge en général, parce que Qu'est-ce que t'entends par le rétention manga, en gros, après 30 ans, il y a beaucoup de lecteurs qui arrêtent d'en lire, alors que la BD, bon, ça baisse graduellement quand même, mais il y en a encore qui en lisent à 60 ans, quoi. Oui, en fait, moi j'ai remarqué un truc surtout, c'est que la bande dessinée franco-belge aujourd'hui, elle a quelque chose d'assez expérimental en général. Et tout ce qui est expérimental, forcément, ça c'est réticent un peu. Et donc en fait, les qui cartonnent encore dans la BD franco-belge, c'est évidemment les Tintins, les Astérix. À chaque fois qu'il y a une sortie, en fait, c'est toujours ce qui se vend le plus. Ça détrône tous les auteurs. Je pense que eux, ils touchent encore des droits d'auteur. C'est-à-dire que la plupart des auteurs de BD franco-belge n'a même pas accès aux droits d'auteur. C'est-à-dire qu'ils remboursent même pas, je pense, les droits, en fait, l'avance sur droit, merci. Ils ne remboursent même pas l'avance sur droit que les éditeurs offrent aux auteurs, parce que, en partie, je pense que, en fait, déjà, ça fourmille, hein, il y a des milliards, des milliers d'albums qui sortent tout le temps, il y a énormément de choses. Et nous, hein. Et en fait, par exemple, mais il y a aussi le fait que, finalement, c'est vrai que je trouve qu'on assiste vraiment à un truc qui est très peu stéréotypé sur la BD franco-belge jeune. Donc, je parle pas évidemment des BD traditionnels, comme je vous ai dit, avec Tom Tom et Nana, les trucs habituels, quoi. Les trucs et en fait, c'est les grands-parents qui vont acheter, les grands-parents ou les parents qui achètent pour les enfants, souvent pour ça. Ils vont vers ce qu'ils connaissent. Et pareil pour le manga, on sait le format est le même. Les habitudes de dessin sont quasiment les mêmes. Il y a une unité qui fait qu'on va vers ce qu'on connaît. On sait tous qu'on va vers ce qu'on connaît, et donc forcément, les BD plus expérimentales, plus différentes, voilà. Et donc, ça fonctionne un peu moins, quoi. C'est tout. Et puis aussi, la plupart des gens ne vont pas vers le dessin. Il faut forcément que ça ait l'air hyper joli aussi. Il faut que ce soit. Donc, il y a plein de BD aussi qui passent inaperçues parce que elles sont peut-être expérimentales, ou alors elles sont minimalistes. Ou il y a plein de raisons qui font que immédiatement, une personne lambda qui veut acheter une BD elle va pas forcément se tourner vers ces produits-là, mais plus vers des choses jolies, entre guillemets. Et donc ça réduit drastiquement le champ des possibles, en fait. Donc ça plaît moins forcément, quoi. D'ailleurs, il est 17h15, je sais pas si vous devez partir ou pas, les mecs. Si. C'est bon, on est toujours bon? Bah si. Moi, je voulais juste ajouter un truc, et après, je pense que je vais y aller. Ouais, je voulais ton avis, Laurine, sur peut-être l'édition. Sur l'avenir? Ouais, comme ça on Alors finit, déjà, Pincelant et on sera, alors dans 10 ans, tu avais dit à peu près, donc on sera au tome 8 de Pincelant et Zinzel. Ah ouais, je te le souhaite. Je te le souhaite. J'aurais, comment on dit, j'aurais fait une grosse partie de ma carrière, donc oui, non, je rigole. Là, ce serait trop chouette, mais en fait, je pense qu'avec les réseaux sociaux, je trouve que nous, on vit quand même une période assez intéressante, c'est le fait, c'est la BD des initiés un peu. C'est chouette aussi que on vende pas des albums à des milliards et des milliards d'exemplaires. Je trouve ça chouette que
que on aime je sais pas, un auteur en particulier et qu'en fait on le suive sur les réseaux sociaux et qu'on suive son travail partout et qu'on veuille ses BD. Je trouve que quelque chose qu'en fait on pouvait pas vivre avant et ça fait que ça reste très intéressant. C'est le rapport à l'auteur en général et on a un rapport beaucoup plus intime entre guillemets avec eux. Et c'est très différent en fait, c'est pas du tout le même rapport. Donc moi je pense qu'il y aura toujours en fait cette espèce de trinôme. Il y aura la BD un peu indé, il y aura les BD trad dont on a l'habitude de voir, et il y aura voilà le manga. Je pense que ça restera globalement pareil. D'ici 10 ans, ouais. Et ouais, je pense que ça va pas bouger. Je pense que voilà, ça va rester comme ça parce que finalement, tout le monde s'y retrouve, sauf les auteurs évidemment, mais tout le monde s'y retrouve plus ou moins. Mais voilà. En plus, avec les réseaux sociaux, comment dire, t'es obligé de jouer un personnage. Je veux dire, pour la promo, j'ai fait des réels où on interagissait, on s'engueulait, etc. D'ailleurs, on n'en a pas trop parlé pendant le live. Tant pis. Mais ouais, enfin, on doit se mettre en scène et du coup, moi, ce dont j'ai peur, c'est que, comment dire, le BD blog est déjà une avancée. Enfin, je veux dire, l'autobiographie, c'était super. Puis moi, j'aurais bien aimé qu'on en sorte, mais avec le réseau social, je crois qu'on va rester bloqué dans l'autobiographie constante et permanente, en fait. Et ça me fait un peu peur. Ouais. Ah, ça va finir par s'essouffler, non ? De toute façon, on est là pour tout niquer. On est là pour niquer ça. On espère. En tout cas, si vous financez la revue... Je pense que non, mais il y a tellement de choses. En vrai, c'est tellement fourmillant. Il y a pas que de la biographie. Il y a des tonnes d'auteurs qui sont géniaux et qui sortent de ça. Il y en a qui refont, je sais pas, du western, de tout. Il y a de tout. Il y a de la science-fiction. Il y a tellement de choses. C'est clair. Je suis plus d'accord avec Laurine quand même. Note d'espoir. On reste sur du positif. C'est bien. Mais oui. En fait, j'espère qu'on fera. En fait, l'histoire que j'ai pu publier dans la revue là, je sais pas ce qu'elle va devenir du coup. Est-ce que alors peut-être que je ferai la suite si on fait un deuxième numéro, peut-être aussi. Ce serait génial qu'il y ait un éditeur qui me contacte et qui fasse j'ai vu votre truc là dans la revue, vous voulez le faire, mais bon, on rêve un peu moins. C'est un peu le but de la revue quand on l'a faite, c'est aussi en fait, à la base c'est pas vraiment pour faire une revue et être dans les kiosques et tout, c'était vraiment, on a tous là, en fait on va avoir entre les mains, et grâce à vous et les financeurs etc, ça va être l'occasion pour nous d'avoir une sorte de portfolio solide ultra vénère, et quand on va avoir un éditeur on lui dit on travaille en équipe, on a un truc super pro, super propre, on regardait les contacts qu'on a, enfin je veux dire c'est une occasion en tant qu'indépendant pour se faire éditer en fait, c'est aussi une sorte de vitrine de nos capacités de travail, etc. Et je pense qu'un éditeur, il vaut qu'un mec, des gens en 3 mois produisent ce genre de truc, avec un niveau pro, etc. Même si c'est pas pour être illustrateur, peut-être c'est pour être recruté dans le monde de, je sais pas, du journalisme ou ce genre de choses, pourquoi pas, tu vois. C'est cool aussi, en fait. Donc bref, ouais, on espère que des éditeurs soient convaincus. On a envoyé d'ailleurs à des éditeurs ou pas les liens ou je sais pas quoi. Alors ça va être la suite, justement. Bon, on va finir sur ça. Mon dernier mot, c'est que merci en fait, merci à tous pour les financements et pour avoir atteint 240 bordel. C'est un truc de fou, c'est-à-dire que moi ça fait 6 heures que je suis en transe, en train de danser dans ma chambre et tout, parce que j'arrivais pas et je suis content de parler avec vous parce que ça permet d'un peu de relâcher la pression et la dopamine. Et voilà, merci. Ce sera mon mot de la fin. Et on va finir sur ça, qu'est-ce que vous en pensez les mecs? Ouais, merci les gens. Parfait. Merci tout le monde. Ouais. Et merci à tous. Merci à tous. Ouais, merci à tous ceux qui ont soutenu, notamment pour la revue, parce que c'est super cool comme projet en vrai. Déjà, il y a le fait de pouvoir rencontrer d'autres auteurs, de faire un truc commun et tout, c'est chouette. Puis même de pouvoir. Perso, moi, ça va être le premier truc vraiment que je vais faire imprimer et qui pourra être lu par d'autres gens que mon entourage, quoi. Donc, en vrai, c'est trop bien. Et tu commences fort. Merci à tous les gens qui soutiennent le Ulule, etc. quoi. Et puis merci à vous d'avoir organisé la revue.
Bon, bah, c'est rien. Dans le chat aussi, on nous dit force, on nous dit bravo, force à nous. D'ailleurs. Ils sont déjà dès le début. donc- Dédicace à Ardeus qui a Dédicace. fait péter les scores. Alors, Ardeus, je suis un fou furieux. Et merci. Je veux dire, je te connais pas, mais je t'aime déjà. C'est Il a cool. pris le plus gros pack. Pour ceux qui ne savent pas dans le chat. Même si là, il en reste encore 5. Ah, il est dans le chat. Peut-être que ça va valoir beaucoup plus. Le à l'avenir. Salupio, il s'est pas manifesté avant. Salut Ardeus. Bon, moi ma caméra est morte, donc on va Ok. arrêter là. Là, je suis en mode figé. Moi aussi, je suis devenu une statue comme vous. On va finir sur ça.